Moby vous présente iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en ce mardi soir, il est 20h, c'est iWeek sur Watch TV, toute l'actu Apple en live. On est en direct, comme la plupart des mardis, c'est vraiment quand on ne peut pas qu'on enregistre l'émission, ça a été le cas pour l'émission de la semaine dernière sur iOS 8. Voilà, on est en direct ce soir, on est très, très heureux de vous retrouver avec une partie de la bande habituelle. Alors je vous représente les copains d'iWeek, bande très ouverte, vous le savez, puisque ils sont maintenant déjà presque une dizaine à tourner, mais on est content quand ils reviennent, ça veut dire qu'ils sont bien ici. Alors je vais saluer Gilles Dounès, d'abord le directeur de la rédaction de MacPlus.net. Salut Gilles. Oh Gilles, t'as pas dû rouvrir ton micro. Ah oui. Comme d'habitude. Salut Gilles. Ah ben on a perdu. Est-ce que tu nous entends ? Salut, je vous entends, je suis navré. Oh, ben c'est pas grave, tu sais, ça, c'est une manière de prouver qu'on est en direct quelque part, tu vois. Voilà. Sois le bienvenu. C'est pas un montage. Voilà, c'est pas un montage. Sois le bienvenu, Gilles, comme d'hab. MacPlus.net, pour ceux qui ne savent pas, on peut rappeler ce que tu fais. C'est l'un des plus vieux sites français, hein, c'est ça ? C'est le plus ancien en activité, oui, depuis septembre 2007. J'avais une page perso qui était là depuis avril 2007. Voilà. Et maintenant, c'est donc ce site qu'on consulte très souvent et on est très heureux de t'avoir à nouveau avec nous dans iWeek. À côté de toi, Gilles, c'est Guillaume Jette. Salut Guillaume. Hi. Hi. Alors Guillaume, on va rappeler pour ceux qui ne savent pas qui tu es. Tu es d'abord un fan de Mario Bros. Hein, c'est important de le... Voilà, absolument. Super Mario Forever. Voilà. Pour Nintendo for the win. Voilà. C'est ça. Et puis bah, tu as aussi une carte de développeur. Ouais, c'est pas mon activité principale, mais oui, je suis développeur de DisMaker 10, un logiciel qui permet de faire des clés USB bootables à partir des applications d'installation d'OS 10, compatible OS 10.7, 10.8, 10.9 et bientôt 10.10. Voilà, je crois que on attend la version 10.10. Je crois que très concrètement, concrètement, tu es en train de travailler sur cette version qui sera compatible dans quelques heures peut-être avec Yosemite, c'est ça ? Je suis à donf dessus, regarde. Ça se voit, on sent que tu travailles dur là. J'ai bossé d'ailleurs un instant et complètement. Oui, bien sûr, je travaille dessus. J'espère que ça va arriver avant la version finale de Yosemite. Enfin, pour la version finale de Yosemite qui sera disponible bientôt dans toutes les bonnes boucheries. Et ben justement, on va en parler dans l'émission de Yosemite puisque ce sera sans doute l'un des sujets de la semaine. On va pas vous faire attendre plus longtemps. On va quand même aller dire bonjour à Grégoire Martinez. Salut Grégoire, tout en bas. Salut Benjamin, ça va ? Eh ben écoute, ça va super bien. Ricky Lahouppe. Bah ouais, je suis chez le coiffeur. Et pour ton application, Guillaume, j'espère que ça ira plus vite que la validation des applications sur l'App Store, parce que ça fait 1 semaine et demie que j'attends la validation de la mise à jour de la mienne. Donc, Alors, normalement, c'est 3 heures pour le créer avec la clé maximum, dans le pire des cas. Donc non, oui, ça ira forcément plus vite que chez Apple. Et les garçons, je suis très heureux de vous retrouver. Alors c'est une semaine un peu particulière. On est donc mardi soir, on est en direct, il est 20h03, 20h04 si vous êtes avec nous. D'ailleurs, si vous êtes avec nous, vous pouvez participer à l'émission. Vous connaissez maintenant le hashtag qui est en bas de l'écran, iWeek TV. Utilisez-le pour envoyer vos réactions, vos questions. On reçoit tout en direct, à la fois dans le studio, puis nos camarades, là où ils se trouvent, dans ces 3 endroits, ces 3 lieux géographiques distincts en France, suivent aussi vos tweets. Donc on va essayer de réagir le plus possible. On va évidemment évoquer et consacrer une grande partie de l'émission à l'événement d'après-demain. Encore une il y a un événement après-demain. T'as remarqué aussi, Grégoire ? Ouais, je sais pas ce que c'est. Alors, très concrètement, nouvel événement, nouvelle conférence majeure pour Apple. On appelle ça une keynote, c'est un mot anglais. On est tous habitués maintenant. Finalement, on a l'impression d'être à peine sorti de la keynote de l'iPhone 6, de l'iPhone 6 Plus et de l'Apple Watch, qu'on est reparti
ça confirme un petit peu ce qu'on s'était dit il y a un mois. Hein. Bah, c'est-à-dire que effectivement, Apple maintenant groupe tous ces événements en fin d'année. Il y a plus rien. Il y a plus rien en début d'année de janvier. Cette année, on n'a rien eu de janvier à juin pour la conférence des développeurs. Et puis là, on a eu donc un événement en juin avec l'annonce d'iOS 8 de Yosemite. Et puis, ça continue à partir de septembre où là, ça commence vraiment, on va dire, avec l'iPhone 6. Donc, les nouveaux iPhones, l'Apple Watch cette année. Et puis là, maintenant, jeudi, on attend des nouveaux iPads et des nouveaux Mac. Ce qui est normal puisque la plupart des achats maintenant se font sur la saison de Noël. Donc, ils vont pas montrer leurs nouveautés au mois de janvier, comme ils avaient pu le faire avec l'iPhone, le premier iPhone, le temps de donner à la concurrence le temps de s'organiser et de faire marcher les photocopieuses. Oui, puis il y a surtout aux États-Unis, il y a le fameux Black Friday, faut pas l'oublier pour les fêtes. Oui, en France, il y en a très peu qui. Apple le fait, mais il n'y en a pas tant que ça qui le font. Voilà, mais c'est parce que c'est lié à Thanksgiving, et aux États-Unis, c'est surtout Thanksgiving où les cadeaux se font. C'est ça. Un peu plus qu'à Noël, à la limite. Voilà, c'est le fameux vendredi, en fait. Mais après, c'est vrai que c'est aussi. Tous les Américains font le pont et rentrent dans leur famille, et c'est ce qui donne la tendance. Les statistiques de vente de ce week-end-là sont étudiées avec beaucoup d'attention par toutes les marques. Ça va donner c'est un indicateur assez fidèle et même très fidèle de ce que seront les résultats de la saison de Noël. Ouais. C'est un mois avant Noël, hein, pour être très clair. Hein. Oui, justement. Après, c'est aussi prendre un risque du côté d'Apple parce que on se souvient par exemple de l'iPad Mini Retina qui a été annoncé l'année dernière, qui avait été annoncé donc pareil fin octobre avec une disponibilité de début novembre, fin novembre. Et puis ce qui se passe, c'est qu'il n'y en avait pas assez à Noël. Donc c'est aussi prendre un risque pour Apple. Il y a 2 ans, c'est l'iMac qui avait raté les fêtes de Noël, qui avait été annoncé au même moment. Donc toutes ces annonces. Oui, mais justement, toutes ces annonces groupées, c'est aussi prendre un risque pour Apple parce qu'effectivement, ils sont pas toujours en mesure de livrer au moment de Noël. Ouais. Alors, pour être précis, c'est le lendemain de Thanksgiving, le Black Friday. Black Friday, oui. Alors, c'est quand Thanksgiving cette année? Qui c'est? Le troisième, c'est toujours le dernier week-end de novembre. En fait, aux États-Unis, c'est le 27 novembre cette année. Voilà. 27 novembre. Ça veut dire que ce jour-là, aussi en France, il y aura quand même quelques bonnes affaires à faire, hein? Ah oui, il y a toujours. Apple fait toujours quelques réductions. Ouais, de l'ordre de 10%, c'est ça, hein? À peu près? Oui, 10%. Mais après, ça dépend des produits. Tous les produits ne sont pas éligibles. Entre autres, les nouveaux iPhones ne devraient pas l'être. Et les APR, voilà. les Apple Premium Resellers, il n'y a pas que les Apple Store. Les Apple Premium Resellers, dans toutes les villes moyennes et dans les grandes villes, font également un effort ce jour-là et des réductions de l'ordre de 10%. Mais c'est valable également à la Fnac, souvent. À peu près toutes les enseignes en ligne le font et ça se double. Souvent, ça se prolonge souvent par ce qu'on appelle le Cyber Monday où les anciennes en ligne font également prolongent les réductions et on peut se rattraper si on a laissé passer le week-end. Voilà, donc en gros, si vous avez un achat informatique, high-tech, également dans le monde Apple à faire, et si vous êtes pas totalement pressé, voilà, attendez le 28 novembre. A priori, c'est le jour où vous devriez le payer. On peut dire que c'est le jour où on le paiera le moins cher d'ici la fin de l'année. Oui, d'ici la fin de l'année, certainement, parce qu'il y aura, en plus, les revendeurs n'ont pas vraiment le droit de faire de promo sur les produits Apple, en particulier sur les tablettes. Donc c'est le moment où on va le payer pas trop cher. Après, il y a quand même une exception, c'est les ouvertures de magasins, par exemple pour les APR, où il y a moins 10% sur les Mac. C'est ça, voilà. Je crois que c'est Switch qui a ouvert une nouvelle boutique ce week-end. Et il y a 5% sur les iPads, je crois, et 10% sur tout ce qui est Mac. Donc là, ça commence à être intéressant. Après, sur les 10% sur un Mac, c'est ce qu'on peut espérer de mieux. Il n'y a pas de meilleure combine, entre guillemets. Après, au-delà, l'éducation, c'est 8%. Oui, Gilles. L'éducation peut avoir... Oui, les réductions pour l'éducation, c'est aux alentours de 8%. Je crois que les réductions supplémentaires au sein des universités ont été supprimées, je ne vais pas dire de bêtises.
Ce qui fait que 10%, c'est vraiment ce qu'on peut espérer de mieux, quoi. Oui, c'est ça. Après, sinon, faut avoir un employé Apple dans sa famille. À part la Fnac, où régulièrement, ils font quand la gamme, les gammes vont probablement changer, ils purgent les stocks et font des réductions intéressantes de l'ordre de 10% aussi. Alors on va évidemment parler de cette keynote d'après-demain. C'était intéressant de la placer dans le contexte et dans le calendrier parce qu'évidemment on est mi-octobre et que tout le monde déjà a Noël en ligne de mire également chez Apple. Alors qu'est-ce qui va se passer jeudi ? Déjà, voilà à quoi ça ressemble la fin du monde. Cette annonce, cette pré-annonce sur le site d'Apple qui a été mis à jour là il y a quelques heures à peine, je crois, puisqu'il y a un petit carré d'appel sur la home et donc on a ce message. Il y a toujours une phrase, un message qui est censé nous mettre plus ou moins sur la voie. Alors, ce qui frappe quand même là, c'est que le dégradé de couleur qui forme le haut du logo, il nous rappelle furieusement quelque chose quand même. Il est vintage, hein. Il rappelle une ancienne invitation de keynote, ouais. Alors, est-ce que chacun de vous a sa propre idée, sa propre interprétation ? Grégoire, à toi de commencer. Pour moi, il rappelle le logo des 30 ans du Mac. Apple avait fait les 30 ans du Mac, c'était en janvier. Et Apple avait fait un petit film d'entreprise sur le Mac et le logo des 30 ans du Mac avait exactement des formes assez arrondies et les mêmes couleurs arc-en-ciel en guise de caractère. Donc pour moi, ça me fait vraiment penser aux couleurs des 30 ans du Mac, ce qui laisse penser qu'il y aura des annonces Mac. Et la forme de la pomme, du logo de la pomme, fait penser à une ancienne invitation qui avait été envoyée pour l'annonce d'iPad cette fois-ci. Donc ça laisse penser qu'on aurait des iPads et des Mac. D'accord. Autre divagation ? Je suis d'accord. Guillaume ? Non, je disais, Grégoire, t'as vu, pour une fois, on est d'accord. Donc, pour moi, ça va être... De toute façon, on peut prévoir, de toute façon, sur les mises à jour d'Apple, l'iPad n'a pas été mis à jour depuis un bout de temps. Pareil pour les Mac. Il n'y a pas de mise à jour majeure pour les Mac. Donc, on peut supposer qu'en plus, vu la forme du logo, effectivement, il rappelle des 30 ans. Donc, forme, il y aura des annonces Mac. Il y aura des annonces Mac. Un nouveau Mac mini, Guillaume. La forme du logo, c'est rien d'autre que le haut du logo Apple. Il n'y a rien de particulier. Oui, mais il l'avait déjà utilisé pour une invitation pour une keynote dédiée aux iPads. Exactement la même forme. D'autant que ça fait 1 an que l'iPad n'a pas été mis à jour. C'est ça. Il est totalement improbable d'imaginer qu'il n'y aura pas d'annonce iPad jeudi. Voilà. J'aime bien quand vous, les fins limiers, comme ça, prenez à bras-le-corps une invitation à un graphisme. On s'amuse bien. C'est notre, alors, est-ce qu'il y a un message, à votre avis, dans le texte maintenant ? Parce que le logo, les couleurs, ok, ça semble hyper évident. Mais maintenant, pourquoi Apple a choisi It's been way too long, ça fait vraiment trop longtemps. À quoi ça peut faire référence ? Pour moi, ça fait référence aux 30 ans. Ça peut faire référence à l'Apple TV. Je vais vous... alors attends, d'abord le truc le plus délirant. Gilles. Sympa. Donc, ça fait très 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 longtemps, ça fait 2 ans maintenant que l'Apple TV n'a pas bougé. C'est typiquement un produit pour la famille, donc qui colle bien avec Noël. Et si vous... il ferait pas le rappel sur, entre guillemets, avec un clin d'œil sur l'Apple TV. D'accord, c'est plus vraiment un hobby seulement, mais quand même. Pourquoi ? Et j'attire votre attention sur le fait que ce haut de la pomme et ces dégradés de couleur, sur le spectre de l'arc-en-ciel, c'est également celui qui est sur le logo d'iOS 8. Donc, on a effectivement cette possibilité de l'iPad, mais également celle de l'Apple TV, qui commence à dater maintenant, et on avait parlé de quelque chose pour cette fin d'année. Ouais. Ceci dit, là où je rejoins un peu, là où on peut rejoindre un peu la théorie de Gilles, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, on a la forme du logo Apple qui nous fait penser aux iPads, on a les couleurs du logo Apple qui nous font penser aux Mac.
peut-être qu'on a une troisième famille de produits à aller chercher dans la phrase qui a été mise en dessous et qui serait effectivement l'Apple TV, comme disait Gilles, qui n'a pas été mise à jour depuis 2 ans. C'est possible. Est-ce que l'Apple TV c'est le produit qui est entre guillemets qui est le plus vieux maintenant dans la gamme? Oui. Avec le Mac Mini. Oui, c'est ça. Ils ont Non, l'Apple TV doit même être encore un peu plus vieille parce que le Mac Mini avait été mis à jour en novembre et l'Apple TV c'était en mars. Donc c'est effectivement le produit le plus vieux. Ouais. Moi j'avais l'impression comme ça en voyant l'invitation que le message était quand même directement lié au Mac. Bah, ça peut aussi être une référence aux 30 ans du Mac, effectivement. Mais alors quel peut être le rapport avec les 30 ans du Mac? C'est-à-dire qu'on passerait à une autre étape, c'est ça? Bah, c'est ça. On peut changer le design. On oublie un peu tout et on recommence, quoi. Ouais. Gilles? On peut changer le design qui n'a pas changé fondamentalement depuis 2004, en fait. Et l'iMac G5 qui avait été présenté donc c'est la dernière grande annonce qui était intervenue à Paris et c'était donc à la keynote qui était présentée pendant le congé pour maladie de Steve Jobs et c'était Phil Schiller qui l'avait présenté à l'époque. Et donc on a cet écran posé. À l'époque, c'était le slogan était mais où est passé l'ordinateur? En fait, l'ordinateur avait disparu derrière l'écran et depuis, cet écran s'est élargi et est devenu le tour est devenu en aluminium au lieu d'être en polycarbonate, mais le design n'a pas fondamentalement changé par rapport à, par exemple, l'iMac G4 qui était une demi-boule avec un écran qui était suspendu au bout d'un bras. Après, est-ce qu'on peut aujourd'hui totalement réinventer le design de l'ordinateur? C'est une bonne question, quoi. Est-ce que ça interviendrait? Mais Grégoire, c'est la question que se pose Apple depuis le début. C'est la question, par exemple, qu'on s'est posée sur l'iMac G4, sur l'iMac G5. Après, est-ce qu'on peut changer la forme de l'ordinateur par rapport à une tour, par rapport à des choses comme ça? Moi, la question que je me pose, c'est moi la machine qui m'intéresse évidemment le plus, c'est le Mac Mini, qui lui n'a pas vu d'évolution de son design depuis largement plus longtemps que les autres Mac, puisque je crois que le boîtier actuel date de 2009-2010. Donc ça. Ouais. Alors tu as fait une petite erreur d'ailleurs. C'est bien le Mac Mini le plus vieux, parce que le Mac Mini, la dernière version date de fin 2012 et l'Apple TV c'est mars 2013. Donc c'est le contraire. Alors okay. Tu pensais qu'il allait laisser passer ça, Grégoire? Non, pour moi en fait, si tu veux, c'était l'Apple TV en mars 2013 et le Mac Mini en novembre. Tu ne me piégeras pas, Grégoire. Tu n'auras pas mon terrain. Donc plus sérieusement. Non mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Voilà, le Mac Mini. Est-ce que vous pensez que c'est le moment pour Apple d'introduire une vraie rupture dans le design et peut-être est-ce que les lancements récents de l'iPhone 6 et l'arrivée imminente de l'Apple Watch peuvent... Si tu veux, pour moi, on peut... Non, je vais te répondre. Vraiment, Grégoire, je vais te répondre. Non, mais il faut laisser pas depuis tout à l'heure, donc ça suffit. Vas-y, alors, Guillaume. il faut comparer par rapport au produit. Il faut surtout comparer à peu près en termes de boîtier. Le problème, c'est la rentabilité de ton boîtier en termes industriels. Il faut pas qu'un boîtier que tu conçois comme une coque d'iMac ou un Mac Mini ou autre, tu vas quand même essayer de le rentabiliser sur une certaine durée. Et après, tu vas faire changer les composants à l'intérieur. Donc, genre, le Mac Mini, lui, c'est clair que le boîtier est archi rentabilisé. La machine coûte très peu cher à produire, je pense, pour Apple. Le boîtier, il existe depuis 4 ans. Il est rentabilisé. Mais en même temps, les technologies ont évolué. Donc, par exemple, sur le Mac Pro, on a vu qu'ils ont changé les boîtiers, mais par exemple, en éliminant les disques durs et en remplaçant par des SSD qui sont beaucoup plus petits. Donc, on peut permettre d'avoir un changement physique fondamental là-dedans. L'arrivée du Thunderbolt 2 a permis aussi de se dire, tiens, tout ce qui était connectique intérieur, on va pouvoir le dégager à l'extérieur avec les mêmes performances. Et les gens feront évoluer l'extérieur de leur machine s'ils ont envie, mais l'intérieur, finalement, n'aura pas besoin de bouger. Deuxième point intéressant. Donc ça est arrivé grâce au Thunderbolt 2. Pour le Mac Mini, il y a encore un potentiel, puisqu'ils ont éliminé quasiment toutes les parties matérielles qui prenaient de la place. Donc si on prend les parties matérielles, c'était le lecteur DVD qui prenait quasiment la taille de l'ensemble. Le disque dur, ils l'ont miniaturisé, mais ils ont encore un peu de la place pour l'enlever et puis mettre des barrettes SSD. Donc là encore, on peut gagner de la place. Donc ils peuvent encore faire un module encore plus compact pour le Mac Mini, et c'est encore plus intéressant. Je vais pas dire qu'on va arriver à la taille de l'Apple TV, mais ils ont encore un petit potentiel de progression. Le seul problème, ça va être les ports à l'arrière. Donc là, ils vont avoir un petit peu de mal à tout caser. Mais il y a un potentiel. Après, par rapport au boîtier, comme je le dis,
le boîtier Mac Mini est rentabilisé. L'iMac, à mon avis, c'est pas pour cette année qu'ils vont faire un changement de design. Il n'y aurait pas de raison majeure, je pense, de le faire. Après, le problème, c'est toujours la même chose. C'est nous, non-designers, nous n'avons pas forcément les idées qu'ont les designers sur comment faire évoluer un produit comme l'iMac, comme le Mac Mini, etc. Il y a peut-être des choses auxquelles on ne pense pas, et c'est là où Apple, justement, est très forte, c'est de pouvoir proposer une solution. Alors que nous, simples humains, nous ne pensons pas. Après, sur ce point, Guillaume, on est bien d'accord, on peut faire évoluer le Mac Mini, l'iMac. En termes de design, maintenant, faire évoluer le design d'un MacBook Air, d'un MacBook Pro, on va difficilement pouvoir le réinventer. Tous les ordinateurs portables, entre guillemets, se ressemblent, parce qu'il faut qu'ils soient facilement transportables. Ils ont tous copié Apple, forcément, ils se ressemblent tous. Ouais. Mais Gilles, sur cette l'opportunité, peut-être... Je ne veux pas dire le contraire. Tous les portables aujourd'hui sur le marché PC, ils sont tous inspirés du MacBook Air. Non, ça c'est vrai, du MacBook Air. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais voilà, je pense qu'on peut difficilement réinventer. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, c'est très difficile à réinventer, ou alors si tu essaies de réinventer, tu vas peut-être dans des pistes qui sont pas forcément les bonnes. Typiquement, les portables PC avec les écrans qui se retournent d'une tablette, on voit que finalement ça marche pas. Ou les écrans qui se détachent, voilà, c'est ça. Un Mac avec un écran qui se détache, ils sont contents. Microsoft, là, ils ont encore englouti un autre $1 milliard dans la Surface 3, apparemment. Donc, et ça marche pas, ils en ont pas vendu 1 million. Voilà, ils ont encore vendu 1 million, donc alors, mes chers amis, je crois que Gilles voudrait en placer une. Ça suffit, Gilles. Deux choses sur la tablette, pas tablette et un petit peu ordinateur quand même. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu. Il n'y avait pas la place. L'iPad ne leur laissait pas la place d'exister. Ils se faisaient tailler des croupières en même temps sur le marché du PC. Donc ils sont dit. Le marché du PC portable qui portait le marché depuis 10 ans, ils se sont dit on va faire un truc intermédiaire, on va essayer de se glisser entre les deux rouleaux compresseurs, on va peut-être arriver à gagner un peu d'argent là-dessus. Manque de peau, ça ne marche pas. D'autre part, le truc de la base de l'innovation aussi chez Apple, c'est le design d'une part, mais par rapport à des composants qui sont en rupture, d'autre part. Et la théorie de Guillaume est intéressante, seulement si Apple arrive à fabriquer suffisamment de mémoire flash pour fabriquer des SSD en quantité suffisante et de manière avec un prix abordable. Sachant c'est que Apple qui fabrique les conçoit en tout cas. Désormais, c'est eux qui font leur mémoire flash, oui. Ils ont acheté. Je savais pas, tu vois. J'apprends quelque chose. Oui, non, moi non plus. Les disques durs, les disques SSD sont revendiqués par Apple. Regardez sur vos MacBook Air, le fabricant du. C'est le cas depuis l'Unibody, le 15 pouces Unibody avec l'écran Retina. Ouais. Ils avaient acheté une start-up israélienne qui fabriquait justement qui concevait de la mémoire flash dans ce but. Alors, Gilles, on est toujours sur ce qui pourrait se passer après-demain lors de cette keynote. Alors, je l'ai pas précisé depuis le début de cette émission, mais ça va de toi. Évidemment, on sera là en direct après-demain à partir de 18h30. On va passer au moins 2 heures ensemble en direct et vous pourrez suivre de manière exhaustive cette keynote, les annonces. On sera là pour vous expliquer ce qui se passe, pour vous aider à comprendre. On est quasiment sûr qu'il y aura des nouveaux Mac, mais la plus grande certitude, finalement, c'est quand même le renouvellement des iPads. Hein. On est tous d'accord. Oui, ça reste. Ça reste la grande certitude qu'on a, tout simplement parce que les iPads n'ont pas été mis à jour depuis 1 an maintenant. La dernière mise à jour, c'était fin octobre dernier. C'est comme ça. Hein. Apple a pour habitude de mettre à jour ses iPads une fois par an. Donc, on arrive à la date butoir, entre guillemets. Et puis, toutes les informations qu'on a qui nous viennent d'Asie, de Chine et les rumeurs qu'on a montrent bien qu'on aura à la fois un iPad Air 2 qui devrait, d'ailleurs, je pense pas s'appeler comme ça, et puis un nouvel iPad mini
qui n'aura non plus pas dit, parce qu'il n'y a pas eu d'iPad mini. Il y a Natsu sur Twitter. Absolument. Nick Coates91 qui pose la question, qui demande si on va voir apparaître un Mac mini ARM. Ah bon, on revient au Mac. Non, je pense pas. Mac. Moi, j'y crois absolument pas. Je pense que ce genre d'annonce, si elle devait se faire, mais alors, c'est avec un gros si, parce que les Mac ARM... Guillaume, est-ce qu'on peut expliquer ce que ce serait un Mac ARM? Non, je vais laisser Grégoire parce que c'est lui qui aime bien tout ce qui est technologique, et les processeurs et tout ça, c'est son trip. Sympa, Grégoire, merci du cadeau. Non, c'est pas. En fait, c'est pas très compliqué. Il y a deux grands constructeurs de processeurs. Il y a Intel et ARM. Tous les deux font des processeurs qu'on dit x86. Donc c'est des processeurs qui font tourner nos systèmes d'exploitation pour ordinateur, Windows 8, macOS 10.9 et bientôt 10.10. Et puis ces deux constructeurs sont des grands rivaux, on va dire, et donc jusqu'à présent tous les Macs sont équipés de puces Intel, mais ARM propose des puces un peu moins chères, et on voit beaucoup de PC entrée de gamme, notamment équipés de puces ARM. Sachant que AMD. T'avais pas tous en même temps, les amis. Attends, Ah oui, pardon, Gilles, attends 2 secondes. Guillaume. Oui, non. Autant pour moi, j'ai dit une grosse bêtise. En fait, il est parti sur autre chose, il a confondu ARM et AMD. Donc oui, effectivement, grosse bêtise de ma part. C'est pas la même chose, en fait. Non, en fait, l'ARM, c'est la technologie. En fait, c'est pas d'ailleurs des processeurs, c'est juste, en fait, un ensemble de définitions, en fait, de façons de fabriquer des processeurs, on va dire, qui sont licenciés par une société qui s'appelle ARM, qui est pas toute jeune, puisqu'elle existait déjà à l'époque des Newton. Le design des Newton, par exemple, c'était sur des bases ARM. Et en fait, les processeurs eux-mêmes sont fabriqués, par exemple, pour Apple, les fameux A8 sont fabriqués par Apple, et sont conçus autour d'une architecture ARM. Alors par contre, ça veut dire que du coup, les applications doivent être compilées pour ce type de processeur, les systèmes doivent être compilés pour ce type de processeur. Et à mon avis, ce sera un peu trop compliqué parce qu'en fait, Apple vient juste de sortir d'une transition qui a très bien marché. La transition de Intel, vers Intel a été un gros succès pour Apple. Mais je vois pas l'intérêt réellement à dire tiens, on va passer en plus sur ARM pour OS X. Même si c'est pour des raisons d'économie d'énergie et autres, ça va compliquer beaucoup de choses. Par exemple, ça va être compliqué pour une compatibilité Windows, ça va compliquer énormément de choses. Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense que pour Apple, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ou alors, ils ont un lapin magique dans le chapeau, et pourquoi pas. Mais à court terme, je vois pas l'intérêt réellement. Ils ont un truc qui s'appelle LLVM et qui permet de compiler dans des couches basses. Tu dois connaître ça. Oui. Sachant que... les couches, moi, c'est à part mes enfants. Alors, je rebondis sur Twitter parce que effectivement, tu as bien fait, Guillaume, de faire référence au tweet de Natsu. On a un autre message de smartclinic.fr qui nous demande si la mise à jour de l'Apple TV ne risque pas d'attendre l'arrivée de HomeKit. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du rôle que pourrait jouer l'Apple TV avec HomeKit. Mais c'est prêt là. C'est prêt là, tu dis, Gilles? C'est déjà fait, puisque la mise à jour d'iOS 8 intègre. Ça a été développé. Les spécifications ont été publiées, là, je crois. Il me semble avoir vu passer ça cette semaine. Et ça veut dire qu'on pourra avoir les premiers déploiements, notamment autour d'HomeKit après-demain aussi. On peut éventuellement, oui. On peut y penser parce que si je peux dire 2 mots sur HomeKit, on en a beaucoup entendu parler à la WWDC. C'est une des grosses annonces. Et puis et moi, j'ai été étonné à la sortie d'iOS 8 de voir que sur mon écran d'accueil, j'avais l'application HealthKit pour la santé donc, mais que j'avais pas d'icône dédiée à HomeKit. Et j'ai posé la question à Apple et ils m'ont dit écoutez, c'est en train d'être géré par les développeurs, on n'a pas encore d'infos là-dessus. Donc voilà, a priori, ça devrait quand même arriver bientôt. Sachant que la priorité de HealthKit, c'était parce que il y avait la présentation de l'Apple Watch, qui est directement le premier maillon de cette chaîne et le premier élément de l'écosystème. Juste un petit truc, en fait, donc la dernière bêta d'iOS 8.1, qui est sortie donc le 8 octobre, c'est très récent, a ajouté HomeKit en fait dans les fonctionnalités de l'Apple TV. Donc c'est très officiel, c'est pas que ce soit possible, c'est clair que c'est plus qu'un tuyau. D'accord, parce que la version voilà. Donc la version finale de la 8.1, la version finale de 8.1 aura HomeKit intégré, ça c'est sûr. Ouais. On avait quand même déjà une référence à HomeKit dans iOS 8.0, .0.1, .0.2. Dans les réglages, en cherchant bien, on trouvait une ligne avec les paramètres de confidentialité. Il y avait juste en dessous de HealthKit, on avait la ligne HomeKit, mais c'était la seule référence. Pourtant, j'ai bien cherché, faite dans iOS 8, la version publique, en tout cas, à HomeKit.
Donc voilà, il va peut-être se passer pas mal de choses, plus que ce qu'on ne pense. Il y a quand même un point assez étonnant, c'est que on l'a vu le mois dernier avec l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus et l'Apple Watch. Apple avait fait les choses en grand, puisqu'on était à Cupertino, mais ils avaient carrément construit une sorte de bâtiment provisoire pour l'Apple Watch. Là, on revient aux fondamentaux, on revient dans l'auditorium d'Apple à Cupertino, dans cet endroit qui s'appelle Town Hall, qui est une toute petite salle. C'est une salle minuscule, ouais. C'est une toute petite salle, hein. Mais c'est une salle minuscule où ils peuvent accueillir une très salle peu de de monde. prof, en fait. C'est la salle des profs. C'est la salle où ils avaient annoncé l'iPod. Ils avaient annoncé l'iPhone 4S. C'était juste avant la mort de Steve. Et l'iPod Tim avait fait la conférence là-bas pour annoncer l'iPhone 4S. Mais cette salle, je l'ai vue, moi. C'était la veille de l'annonce de la mort de Steve Jobs, non ? C'est 2 jours avant, en fait. Oui, effectivement, juste après, le jour d'après, on apprenait que par un communiqué de presse que Steve Jobs était plus de ce monde. La caméra s'était attardée justement sur la place vide, la chaise vide qui était devant. Je me suis toujours demandé, on est entre nous, hein, mais je me suis toujours demandé si s'il n'y avait pas eu une sorte de collision entre les dates et si l'annonce de la mort avait pas été décalée. Enfin voilà, c'est une question que je me suis toujours posée. Honnêtement, je pense pas qu'ils seraient allés jusque là. C'est pas possible. Aux États-Unis, c'est pas possible. Je pense vraiment pas. Après, ça se serait su en plus. Oui, donc c'est sûr que Tim Cook était effectivement dans le secret, qu'il savait que Steve Jobs était au plus mal, et ça se voyait. Quand on l'a appris, après on a mieux compris son état durant la conférence de presse qui avait été pas minable, mais Tim Cook était clairement pas en forme, et on a compris pourquoi 24 heures plus tard. Alors cette salle de, c'est vrai, oui, tu appelais ça comment, Guillaume, une salle de classe ? Oui, non, j'ai déjà un peu. Non, mais c'est une toute petite salle de conférence, hein, c'est un auditorium qui est donc à Aisle One, donc Infinity Loop One, qui est donc le quartier général d'Apple aux États-Unis. Et oui, donc j'avais vu rapidement, en fait, j'avais fait un tour des locaux il y a ça fait 2004, donc ça fait une dizaine d'années. Ah, tu y es entré en Town Hall ? Et en fait, je suis pas rentré dedans, mais j'ai vu de l'extérieur, et la personne qui m'accompagnait m'a dit, bah tiens, tu vois, c'est là où Jobs avait fait, par exemple, présenter l'iPod il y a quelques années. Je fais, dans 2000 ans, oui. Et bon, ça c'était avant d'arriver, après, devant une grande porte immense blindée, où là, mon collègue m'a dit, non, là, même moi, je passe pas, et là, il y a des choses très secrètes qui se passent. Et bon. Et donc oui, c'est pas une grande salle, mais pour autant, c'est pas forcément des annonces mineures, puisque l'iPod n'était pas une annonce mineure. Maintenant, c'est intéressant parce que je pense que cette salle-là, elle est utilisée pour des événements pour lesquels Apple pense que c'est sorte une nouvelle catégorie de produits, mais c'est pas forcément une révolution immédiate, si vous voulez. Ouais. Je pense qu'elle est utilisée par exemple aussi pour présenter, si mes souvenirs sont bons, les MacBook Pro Unibody, des produits qu'on pourrait considérer entre guillemets mineurs. Donc ça ne va pas forcément intéresser toute l'intelligentsia, je dirais, journalistique. Alors qu'on a vu, bon, ils ont fait beaucoup plus d'efforts pour le lancement de l'Apple Watch, qui pour Apple était un truc majeur, un événement majeur. Et donc voilà. Et puis on peut avoir plein de suppositions, mais c'est aussi juste que toutes les autres salles qui avaient autour n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Hein. C'était juste ça. Je crois que c'est surtout très pratique de faire ça, à la maison, quoi. Hein, Bien sûr. De pas. D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi ils ont pas un auditorium plus grand, mais après, je pense que peut-être que ça, ils vont prévoir pour le nouveau Infinity Loop. Dans le Cupertino, le nouveau quartier général. Oui, il y a un vrai, mais c'est même prévu, il y a un vrai grand auditorium dans le nouveau siège d'Apple. Voilà, le fameux vaisseau spatial, mais... C'est ça, il y a un vrai grand auditorium qui pourra accueillir les keynotes avec plus de journalistes que cette espèce d'auditorium minuscule, enfin si on peut appeler ça un auditorium, qu'il y a aujourd'hui au siège. Alors juste, je me souvenais d'avoir un chiffre en tête pour le nombre de places, mais j'en étais pas sûr. Alors j'ai fait une petite recherche pendant qu'on se parlait. En fait, j'avais fait un papier il y a quelques mois ou c'était il y a 3 ans sur Technologique, et j'avais trouvé une photo sur laquelle on pouvait on pouvait compter le nombre de sièges et de rangées, et ça donne 216 en fait. Il y a 216 places. Je vais te dire. Ouais, ce qui est juste ridicule, quoi. 200. À Bordeaux 3. C'est sûr que rien que si on met les gens d'Apple qui ont dû être concernés par les produits qui vont être annoncés, c'est
c'est plus que plein déjà. C'est vrai que moi j'ai fait des présentations pour des présentations avec beaucoup plus de monde que ça, et tu te dis effectivement 200 personnes, c'est ça va très terrible. Quoi. Ça va très vite. Mais bon, en même temps, ça donne aussi un petit côté intime, voilà. C'est utilisé pour les présentations internes. Hein. Après, s'ils le font, c'est aussi qu'ils savent très bien qu'en invitant juste un peu moins de 210 personnes, parce qu'il faut compter le staff d'Apple, en invitant aussi peu de monde que ça, ils savent pour autant qu'ils auront la couverture médiatique nécessaire et qu'ils n'auront pas de problème là-dessus, parce que c'est Apple. Oui. Et justement, parce qu'on parle de couverture médiatique, j'en profite pour juste glisser une petite info, il y a eu une espèce, enfin pas une révolte, mais il y a eu un espèce d'avertissement à l'AFP qui a eu lieu cette semaine, parce que le syndicat de mémoire, c'est le syndicat des journalistes de l'AFP qui trouve que le traitement fait d'Apple est largement exagéré au vu de sa part de marché par rapport à ses concurrents. J'ai essayé d'avoir la lettre et j'ai pas réussi. En fait, le problème, c'est que ça fait du clic et ça fait de l'attention. Les gens bien sûr, ne changent pas de chaîne. Donc, mais après, il faut aussi savoir que si ça en fait, c'est peut-être parce que c'est ce dont on parle le plus. C'est toujours pareil. Certes, Apple a un potentiel d'attractivité qui est fort, d'attraction qui est fort. Et quand on parle d'Apple, tout de suite, évidemment, ça marche. Voilà, on traite une rumeur sur Apple, on va faire, je sais pas combien de clics en plus, voilà. Mais c'est peut-être aussi parce que tous les médias orchestrent ça justement. Il faut savoir qu'il y a une part partagée de responsabilité entre guillemets entre effectivement Apple qui a un aura important. Et puis les médias qui traitent de manière parfois assez exagérée l'actualité d'Apple par rapport à celle, par exemple, de Samsung ou de ses concurrents sous Android, qui ont pourtant une part de marché bien plus importante. Mais parce que non, je suis pas d'accord. C'est qu'encore une fois, la part de marché n'est pas une règle. C'est une règle ça on est d'accord. Si tu veux, le fait qu'on dit part de part de marché, mais on parle pas forcément de l'aspect, je vais pas dire révolutionnaire, parce que c'est un peu compliqué à utiliser comme mot, mais si on prend par exemple le premier iPhone, quand il est sorti, Apple a fait une conférence, ils l'ont masqué après pendant 6 mois, personne n'a touché, et le budget publicitaire qu'ils ont économisé grosso modo avec la couverture médiatique qu'ils ont eu derrière, c'était environ 500 millions de dollars, ça a été à peu près calculé, c'était dans ces eaux-là. Oui, parce qu'après le lendemain, tout le monde en a parlé aux infos, dans les journaux, télé, ils ont fait la couverture de tous les journaux, de toute la presse, on a parlé aux 20h, dans de France et de Navarre, on en a parlé. Donc forcément, la couverture médiatique a été énorme. Mais par rapport à un produit qui se démontrait clairement comme très avancé technologiquement par rapport aux autres. On voyait déjà qu'en voyant l'appareil, il y avait une rupture technologique qui se faisait. Ouais. Mais Guillaume, après, Apple a monté. Non, mais après Apple, le problème c'est qu'ils ont mis la barre très haut. On ferait pas une spéciale sur le numéro 1 mondial des balances d'épaisse personne, tu vois. Mais parce que ça a un impact beaucoup moins aujourd'hui sur notre vie de tous les jours, je dirais, que le téléphone. Parce que le téléphone aujourd'hui, tout le monde en a un. Que c'est un outil de travail, que c'est un outil de loisir indispensable, que c'est un outil qui sert à tout le monde tous les jours, et que c'est l'outil aujourd'hui, c'est l'appareil le plus déployé sur la planète. Tout le monde. Alors, on a pas mal de questions. Alors, les amis, vous savez quoi? C'est dingue parce que le temps file toujours à une vitesse incroyable. On a pas mal de choses à voir. Il faut qu'on reparle des Mac d'après-demain. On a des questions. Il faut qu'on parle de Yosemite aussi. Il faut qu'on parle du reste. Et puis, on a 3-4 sujets encore d'actu à balayer avant la fin de l'émission. Il nous reste un tout petit peu moins d'une demi-heure. Petite question de parenthèse, c'est Sam qui nous la pose et je le salue parce qu'il nous donne des gros coups de main en ce moment pour sortir l'appli iOS de Watch TV. Donc on salue Sam. Est-ce qu'il y a une date Sam. Salut Sam. Est-ce qu'il y a une date pour la fin de la construction du fameux vaisseau spatial, le nouveau quartier général d'Apple? Est-ce qu'on sait quand il devrait être prêt? Les travaux ont commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, ça doit durer 2-3 ans, je crois, je ne sais plus. 2 ans. Ouais, ça me semble. C'était 2 ans qui avaient été évoqués. Donc, on peut espérer pour 2017, on va dire. 2016-2017, voilà. Petit créneau pour Sam qu'on salue. On revient. Temps de réserver ses billets d'avion. Oui, Gilles. Je disais, il a le temps pour réserver ses billets d'avion. Et Sam? Oui, pour San Francisco. Oui, pour y aller. Oui. Tu sais, je pense que finalement, il faudra le voir vu du ciel, parce que ça a l'air tellement grand. Finalement, c'est sur les images de synthèse qu'on le voit le mieux, j'ai l'impression. Difficile de se rendre compte encore
de ce que ça donnera quand on sera au niveau de la rue à Cupertino. Alors, on va revenir sur cette fameuse invitation dont vous voyez, cette fameuse keynote dont vous voyez le graphisme ici, ce haut du logo Apple avec des couleurs effectivement, comme tu le disais Guillaume, très vintage, puisqu'elle nous rappelle le logo Apple du tout début. En fait, j'ai une théorie. Je me suis demandé s'ils n'avaient pas nous lancé un Apple II nouvelle version. Non mais pourquoi pas The New Apple II, tu vois, ça fait vraiment super longtemps pour le coup là, c'est-à-dire avec 20 ans sans Apple II, là ils nous sortent un nouvel Apple II et bim, voilà, un nouveau marché qu'ils attaquent. Ça marrant. Mais j'ai peur que vous fassiez moi je l'achète, s'ils me ressortent le même design aujourd'hui, je l'achète. D'accord. J'ai peur que vous fassiez un contresens. Non, je suis désolé, mais c'est les mêmes. Mettez-vous sur la home d'Apple US, ce sont les mêmes couleurs que iOS 8, donc on est tout à fait dans le trend, dans la tendance actuelle chez Apple. Tu parles de cette page-là, j'imagine Gilles, donc avec l'Apple Watch. Oui, c'est ça. Et donc juste à la gauche, il y a le logo d'iOS 8 en dessous, avec le 8. Ouais. Et c'est le même dégradé de couleur du spectre que le logo de l'invitation d'après-demain. C'est vrai. Alors, on va revenir au contenu de cette keynote d'après-demain que vous suivrez donc en direct et en intégralité sur Watch TV. Évidemment, rendez-vous à partir de 18h30 après-demain, jeudi. Donc, on le disait tout à l'heure, l'annonce la plus probable, ce sera le renouvellement de la gamme d'iPad. Alors, très concrètement, nouveaux iPad Air et nouveaux Mac Mini, à votre avis? Oui, ça c'est... les deux. Nos iPad Air, c'est garanti à 100%. Nos Mac Mini, je sais pas, j'aimerais bien qu'ils sortent. Si, je pense que si quand même, Guillaume. Je pense que oui, je pense aussi. Alors on a une question. Le Mac Mini, c'est vraiment une machine qui a besoin d'un renouvellement et je pense qu'ils ont pris leur temps pour mûrir. Alors, faut pas croire, le Mac Mini, on pourrait faire une émission entière dessus, mais c'est une machine géniale. Hein. Ça peut être une machine qui peut remplacer facilement un PC. C'est une machine qui est toute petite, qui consomme très peu d'énergie, qui se met facilement sous un bureau, n'importe où, qui peut remplacer un serveur. Ça peut aussi être un serveur domestique, c'est-à-dire un substrat physique pour le HomeKit dont on parlait, qu'on évoquait tout à l'heure, sans avoir besoin de sortir une télévision ou C'est pas pour rien que le Mac Mini était le premier Mac à avoir une sortie HDMI. Hein. Voilà, je constate avec à la fois délice et avec effroi que vous n'arrêtez pas de passer de l'iPad au Mac. Alors, c'est ça qui est drôle. Puisqu'on a des questions, vous arrêtez. Puisqu'on a des questions sur les deux, je vais les prendre dans l'ordre dans lesquels je les trouve, et puis on va faire un gros pot commun iPad et Mac, puisque toute évidence, on aura droit à au moins à cette double thématique après-demain. Alors d'abord sur le Mac, une question de Philippe Legrand qui est du côté de la Belgique et qu'on salue, fidèle de Watch TV. Salut Philippe. Ne pensez-vous pas à l'arrivée d'un iMac Retina pour après-demain? Alors ça, voilà, iMac Retina et MacBook Air Retina. Où est-ce qu'on en est à votre avis? Je crois avoir vu passer une rumeur qui disait qu'il n'y aurait pas justement d'iMac Retina, mais le catalogue d'iMac, tu as bien dit d'iMac. d'iMac, oui. Et par contre, le catalogue et l'histoire d'Apple est pleine de produits qui ne devaient pas voir le jour. Donc voilà. Donc il n'y aura pas d'iMac Retina, mais il y en aura quand même un. Il y en aura peut-être. Je pense qu'il y aura deux iMac. Je pense qu'il y en aura deux. Je pense qu'il y aura un remplacement de l'iMac actuel, mais il y aura un remplacement de l'iMac actuel. Il y aura l'iMac Retina qui sera peut-être une machine peut-être légèrement différente, plus costaud, plus puissante, et avec l'écran Retina, et plus cher aussi, évidemment. Différente en termes de design, tu veux dire? Un peu comme ce qu'on avait eu avec le MacBook Pro Retina, en fait, c'est ça, les anciens modèles qui restent upgradés, mais à des prix raisonnables, et puis le nouveau modèle Retina plus fin, plus tout ce qu'on veut. Un speed bump en fait pour les machines classiques, voire à la limite ça poserait peut-être pas de problème à Apple de pas en parler ou de faire un silent roll, donc c'est un changement sans forcément beaucoup communiquer dessus. Un silent roll. Par contre,
Oui, Silent Roll, en fait. Silent Roll, pas le terme. C'est de l'anglais. Oui, Silent Roll, absolument. J'aime pas ça, mais il faut que je corrige. Donc en fait, Silent Roll, c'est on fait une mise à jour en fait sans forcément communiquer dessus. C'est arrivé sur des produits comme l'iMac, par exemple, toute première version de l'iMac, le Mac Vision Pro B aussi, juste il y avait eu après. ça. Voilà, il y a des machines en fait qui ont une mise à jour, mais Apple communique même pas dessus en fait. Là, si, il y aurait peut-être une communication pour dire on fait peut-être un peu moins cher, peut-être plus puissant, j'en sais rien, ça peut arriver aussi. Mais après, en gardant cette catégorie de machines-là, ils disent voilà, on va vous présenter par contre aussi un nouvel ordinateur, et là, ce serait le Retina, qui sera forcément par contre plus cher, plus beau, plus puissant, plus machin, et plus cher, et qui fera baver tout le monde dessus. Voilà. Alors, pour être très clair, souvent. Gilles, je reviens vers toi, mais je te pose la question justement. S'il devait y avoir une nouvelle machine Retina, pour vous, ce serait plutôt l'iMac ou un MacBook Air? Le Mac Mini Retina, ça ira à rien. Qui n'a pas d'écran, donc. Il n'y aura pas de Mac Mini Retina, Guillaume, malheureusement, je pense. Gilles, je l'attends vraiment, mais a priori, il va falloir que j'attende encore un peu. C'est le dernier portable qui n'a pas d'écran Retina, alors que, a priori, c'est l'écran le plus petit, et donc le plus facile et le moins cher à fabriquer. Par contre, il y a la question de l'autonomie. Sur une machine dont le poids est un des facteurs les plus déterminants, et d'autant aussi que le dernier ultra portable de Samsung est plus léger. Donc, alors, c'est pas le problème, Gilles. Pour moi, le souci, c'est pas ça. Le problème, c'est la carte vidéo derrière. Parce qu'un écran Retina, ça veut dire qu'il faut supporter une résolution de Full HD. Et donc, ça veut dire qu'après, je vous rappelle comment ça fonctionne. En fait, la résolution sur les Retina est beaucoup plus élevée en fait que l'écran lui-même. Hein, c'est du 2800 par je sais pas combien de pixels. Et après, le système lui va réduire cette résolution pour, cette définition d'affichage plutôt, il va la réduire pour que ça corresponde à la définition de l'écran. Et donc, du coup, après, on a des pixels beaucoup plus compressés, et donc, du coup, ça donne une image aussi beaucoup plus nette. Mais il faut une bonne carte vidéo derrière. Et par exemple, moi, je trouve que sur les MacBook Pro qui utilisent qu'une carte vidéo intégrée de type Intel, c'est super léger en termes de performance. On le sent, les tests disent c'est pas très bon, l'affichage est un peu trop lent, les animations, tout ça sont pas forcément top. Donc, il faudrait que au moins sur les cartes vidéo, il y a un bon niveau de performance. Oh, on est en train de perdre. On a un petit problème de son. Ouais, on t'a perdu quelques secondes, Guillaume, mais on a compris grosso modo le message. Moi, c'est la carte vidéo. Le problème pour moi, c'est la carte vidéo. Oui. Gilles. Oui, je parlais de ça pour la batterie parce que ce qui consomme le plus maintenant, c'est l'écran. C'est plus le disque dur a disparu puisqu'on est sur de la mémoire flash, et c'est donc l'écran. Les processeurs ne consomment plus grand chose. Donc il faut alimenter cette carte et cet écran. Alors, on va passer du coq à l'âne, enfin en tout cas du Mac à l'iPad, comme on se l'était dit. Il y a plusieurs questions sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. D'abord, il y a une interprétation. Ouais, le tweet de Daz, que je salue au passage, et je lui fais un bisou, c'est un copain, on va comme les dire. Ah bah voilà. Qui dit, 16 octobre, en fait, donc pour lui, 16 octobre, iPad 16 pouces, why not? Alors, il y a quand même une grosse rumeur, c'est la fameuse rumeur de l'iPad 12 pouces, je rebondis quand même sur un sujet plus sérieux. Le fameux iPad Pro. Pas pour cette fois-ci, en tout cas. Voilà, iPad 16 pouces, ça semble, un peu démesuré. Un peu grand. 16 pouces, ça fait grand. Mais par contre, oui, sur un 12 pouces, Dell avait essayé de faire un ordinateur portable de 20 pouces de diagonale. Il y avait presque les roulettes. Je crois que Pana en a fait un. Pana a un écran, une tablette de 20 pouces. On peut toujours les faire, mais est-ce qu'on les vend? Je sais pas. J'ai juste vu une pub avec. Elles sont en vente. Elles sont en vente maintenant. C'est destiné à un usage professionnel, pas spécialement un usage professionnel. Ou alors, je me souviens de chez Sony avoir vu ça aussi, une grande tablette où c'était un all-in-one qui pouvait se mettre à plat pour faire comme une tablette, je sais plus, et qui était destiné à un usage familial cette fois-ci. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Le problème, c'est qu'on sait plus, tu vois, c'est tellement intéressant qu'on sait plus. Mais non, mais si tu veux, on peut distinguer deux choses, Guillaume. C'est-à-dire que suivre Apple, c'est pas compliqué dans le sens où il y a un nouvel iPhone tous les ans, un nouvel iPad tous les ans, un nouveau Mac, un nouvel iMac, un nouveau MacBook Pro tous les ans, et que le design ne change pas tous les 4 matins.
tu suis Samsung, LG, Sony, Microsoft et tous les autres, t'as des nouveaux produits tout le temps, toutes les semaines, des nouvelles gammes, des nouveaux prix, des nouveaux usages, des nouvelles tailles d'écran. Donc tu t'y perds un peu à la fin, ouais. C'est pas grave, on t'en veut pas, Grégoire. Il y a une autre question de Philippe Legrand dont une partie est intéressante, même si j'y crois pas du tout. Et le reste est complètement inintéressant, c'est ça que tu veux Non, dire. pas du tout, mais un iPad Pro sous Yosemite et pas sous iOS. Non, ça non. Non, c'est non. inenvisageable. Ça, non. Ouais. Apple est une société qui a bien défini aujourd'hui les règles, et je vois pas pourquoi ils les casseraient comme ça. Il n'y a pas de raison qu'ils se disent, tiens, tout compte fait, on va quand même faire un iPad Pro avec Yosemite. Ça veut dire qu'en fait, ils font un matériel qui, d'abord, en termes de processeur, c'est plus du tout la même chose. On revient sur l'histoire de l'ARM, avec des problématiques qui sont, niveau matériel, très compliquées à gérer. Faut voir. Microsoft avait essayé, rappelez-vous ça avec la Surface et la Surface Pro. Et en fait, la Surface tout court, d'ailleurs, je crois qu'elle n'existe plus. Il n'y a plus que la Pro maintenant. Oui, alors non. Si, en fait, il faut savoir que c'est un peu compliqué chez Microsoft, là aussi. Ouais, voilà. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est compliqué, du coup. Ils communiquent beaucoup sur la Pro. La Surface RT existe toujours. Elle s'appelle plus comme ça. Maintenant, c'est la Surface 2, tout court. Elle est toujours en vente et elle est à un prix assez raisonnable. Elle est moins chère qu'un iPad. Et il y a eu une mise à jour de la Surface Pro qui est passée de la Surface Pro 2 à la Surface Pro 3 en août. C'est sorti en août. Et donc ça, c'est la nouvelle version. Maintenant, il n'y a pas eu de passage de la Surface 2, donc RT, à la Surface 3. On attend de voir s'il y en aura une ou pas. Voilà, en fait, le problème, c'est que le souci après, si on fait ça, c'est qu'en fait, on envoie des signaux contraires aux clients, d'abord, je pense. Ouais. Et on complexifie énormément la gamme. C'est-à-dire qu'en fait, Apple, c'est quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gamme, c'est une Surface 2, une Surface Pro 2 et une Surface Pro 3. Donc, c'est un peu. Oui, mais en plus, avec des logiciels qui ne sont pas incompatibles entre elles, enfin, avec des interfaces qui ne sont pas forcément tout à fait les mêmes. Alors, ça, on n'en a pas parlé. On aurait pu faire. Une émission là-dessus, même si c'est une émission consacrée à Apple. Et pas 4. Voilà. Avec Windows 10, ça va s'améliorer un peu. On aura des applications universelles du smartphone jusqu'à l'ordinateur. Ce sera les mêmes applications, un seul développement, et ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Les amis, combien de processeurs ? Les amis, vous savez quoi ? On va se retrouver dans un instant parce qu'il nous reste un peu moins de 8 minutes. Je voudrais qu'on parle de Yosemite avant de se quitter. Ne bougez pas, on a un petit cadeau à vous faire gagner comme tous les mardis dans iWeek. Un pin TF1, ouais. Ouais, trop bien. Est-ce qu'on peut jouer, nous ? Voilà, vous la connaissez, cette... alors, j'ai utilisé le féminin, c'était pas une bonne idée. Vous connaissez cet accessoire assez génial de chez Moby, c'est ce Magic Charger, cette petite recharge à induction. Voilà, qui va remplacer les 2 piles dans la souris, la Magic Mouse d'Apple. Une fois que vous avez installé ce petit chargeur, eh bien vous posez la souris sur ce dock, cette plaque, et ça vous évite d'abord de vous ruiner en pile, et ça vous évite surtout de tomber en rade alors que vous êtes un dimanche et que vous n'avez pas de magasin ouvert à côté de chez vous. C'est très pratique. Est-ce qu'on a le droit de jouer, nous ? Non, vous êtes occupé. Vous êtes occupé. On va vous poser une question toute simple puisque on parlait du nouveau siège d'Apple. Avec le hashtag iWeekTV, envoyez-nous l'adresse hyper connue du siège actuel historique d'Apple à Cupertino. C'est une adresse que vous devez connaître si vous suivez le monde Mac. Voilà. Je l'ai dit en plus tout à l'heure. Voilà, tu l'as dit absolument. Avec le hashtag iWeekTV, il y a un Magic Charger Moby à gagner. D'ailleurs, à propos des vainqueurs, on est en train de réunir toutes les bonnes réponses et on annoncera les vainqueurs dans l'émission d'après-demain, donc dans la spéciale Keynote. Tous les Magic Chargers depuis le début du jeu seront annoncés après-demain. Voilà. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin d'iWeek sur Watch TV. Voilà, donc Keynote après-demain jeudi à partir de 18h30 en direct et en intégralité sur Watch avec nos invités bien sûr. On sera là pour décrypter, pour vous aider à comprendre ce qui se passe du côté de Cupertino dans cette salle toute petite, 216 places. C'est Town Hall, l'auditorium d'Apple. On va donc sans doute voir débarquer la nouvelle gamme d'iPad, de nouveaux Mac aussi, dans lesquels on est un petit peu moins sûr de notre coup, n'est-ce pas Grégoire ? Ouais. En revanche, on est quasiment sûr que Yosemite sera disponible peut-être dès après-demain.
Ah bah oui, ça c'est pas une grosse surprise. C'est vrai qu'on attend depuis un certain temps la disponibilité de Yosemite, qui, on le rappelle, a été annoncée en juin lors de la conférence des développeurs d'Apple, et qui depuis est en bêta. Alors une bêta d'abord exclusivement réservée aux développeurs. Moi sur mon Mac, j'ai la dernière Golden Master, et une bêta qui est aussi. C'est une Golden publique. Master que tu as, ou c'est la dernière bêta publique? Non, j'ai la Golden Master, j'ai un compte développeur. Voilà, et il y a eu, depuis effectivement hier, il y a la 6e version de la bêta publique, puisque Apple, pour la première fois, a ouvert une bêta publique de son système qui ressemble peu ou prou à la Golden Master. C'est pas du tout la première fois, mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Sur OS X, ça fait longtemps. En tout cas, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Alors, macOS 10 bêta, ça fait très longtemps, mais c'est pas la première fois. Les amis, alors, 2000. déjà, expliquez-moi un truc. Comment est-ce qu'on peut avoir en même temps une 6e bêta publique et une Golden Master, donc en fait la version finale qui est prête pour la commercialisation? Si tu veux, pour moi, Benjamin, il faut savoir que la Golden Master, c'est la version qui donne aux développeurs, c'est la 2e ou la 3e déjà, qui donne aux développeurs et qui sont des versions quasiment finales. Il y en a qu'une en théorie. Alors, oui, mais là, il y en a eu plusieurs, justement. Je me tourne vers Guillaume, qui est quand même développeur. Alors, parole à Maître Yoda. Guillaume, il y a qu'une seule. Le Mac reboot. Il y a qu'une seule Golden Master en théorie, non? Non, pas forcément. D'ailleurs, il a bien vu, il y en a eu 3 sorties qui sont sorties successivement. Donc en fait, il faut la Golden Master. Normalement, c'est la version qui est censée effectivement être la finale. C'est pas pour autant que le développement. En fait, si tu veux, je pense que le souci pour Apple, là, il y a eu 2 branches. Il y a eu scission entre 2 branches bien distinctes, entre la bêta et la version développeur. Et donc, du coup, elles ont chacune suivre leur chemin. D'ailleurs, elles ne sont pas sorties forcément simultanément l'une et l'autre en même temps, lorsque des fois, il y avait une version bêta qui arrivait chez les développeurs, et puis, la version développeur preview qui était mise à jour, et pas forcément la bêta. Il y a eu moins de bêta, d'ailleurs, que de développeur preview. À quel moment donc, en fait, il y a eu 2 circuits différents. À quel moment Apple fait la synthèse pour sortir Yosemite unique? C'est la Golden Master distribuée aux développeurs qui sera utilisée. Absolument. À quoi sert la bêta publique, la 6e bêta publique? C'est pour continuer à découvrir des bugs. C'est une bêta qui est diffusée au plus grand nombre, à tous ceux qui le souhaitent en tout cas, pour permettre à Apple d'avoir le plus de remontées de bugs en amont et d'éviter de sortir le jour J une version buggée, parce que des développeurs, il y en a certes, mais il y en a pas non plus, il y en a pas autant que il nous reste 2 minutes, les amis. J'ai une théorie, j'allais très vite. En fait, pour moi, la version bêta, c'est surtout pour tout ce qui est plutôt que accès interface d'utilisateur, d'accord. Et les développeurs preview, c'est que les développeurs puissent tester leur logiciel et puissent vérifier la compatibilité aussi et remonter les bugs par rapport aux interfaces de programmation. Dans ce cas-là, pour eux, l'interface, c'est moins important que ce que ça va être pour les bêtas publiques, qui, elles, sont plus axées grand public, justement, utilisateurs avancés, des choses comme ça, qui vont pas remonter des problèmes de frameworks ou autres trucs très importants, mais qui sont plutôt au cœur du système, et qui vont plutôt remonter, les développeurs vont monter les problèmes liés à leur logiciel, et les autres vont monter des problèmes plutôt liés à l'interface. Ouais. Voilà. Bon, et pour répondre à tes questions, la GM, ce sera celle qui sera disponible à la fin. Et voilà, c'est tout. Donc la Golden Master. Master. Pour tout le monde. Et donc on est mardi, la keynote est après-demain jeudi. À votre avis, la version entre guillemets finale de Yosemite sera disponible après-demain, ou il va falloir attendre quelques jours peut-être que les nouveaux Mac arrivent par exemple? On peut espérer après-demain. On peut espérer après-demain ou après-demain ou peut-être la semaine prochaine. S'il y a un bug rédhibitoire, ce sera peut-être dans on quelques jours. Attend les iPads pour un peu plus tard dans le mois. Il faut que d'autant que la keynote va être télévisée retransmise sur Internet. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose à se mettre sous la dent. Donc ça risque c'est le plus facile à avoir diffusé le logiciel. Donc ça sera available today. Available, donc après-demain, ce sera à suivre sur Watch TV en direct dès 18h30 pour cette iWeek spéciale keynote. On vous donne rendez-vous jeudi soir. Merci beaucoup les amis. Je voulais qu'on parle, on avait 2-3 sujets comme ça, les ventes records d'iPhone 6, la faillite de GTA Advanced Technology qui la fin de Mac Expo aussi, de Macworld. La fin de Macworld Expo, absolument. Et ce sera pour la prochaine fois. Je suis sûr qu'on reparlera de ces sujets, notamment dans le prochain épisode de iWeek. À suivre dans iWeek. On va mettre un truc comme ça. À suivre. Salut les garçons, salut Gilles, merci d'avoir été là comme d'hab. Salut Guillaume. Salut. Bon courage pour tes travaux et pour la finalisation de Disk Maker X. J'y retourne. Bon courage et puis allez, un mot Grégoire, l'actu techno, montre-nous. Il est là.
Ça y est, il est arrivé, il sort en kiosque demain. C'est le premier numéro de notre magazine. On est très fiers qu'il sorte en kiosque. Dispo dès demain. Il y a un dossier sur Netflix, une interview d'Axel Lemaire, secrétaire d'État du numérique, le test de l'iPhone 6 et puis un dossier sur les montres connectées. Est-ce qu'il faut les jeter quand elles sont hors d'usage? Et tout ça pour la modique somme de... Oh, et l'obsolescence programmée. Tout ça pour la modique somme de 6,90 €. 595 francs. Eh ben formidable, bravo Grégoire Merci. Et à après-demain, parce que tu seras là pour cette spéciale keynote. Oui. Merci à vous de nous avoir suivis et on vous donne donc rendez-vous jeudi à 18h30 sur Watch pour la spéciale keynote. Salut à tous. Salut, des bisous du câlin. Moby vous a présenté iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV.